Bonjour à toutes et à tous, vous vous dites « Mais quoi ? Un épisode de Watchlist ? Mais on n'est pas lundi !» Ce à quoi je vous réponds « On n'est pas lundi, bienvenue dans ce hors-série de Watchlist !» Ici Zu, et dans cet épisode, je ne vais pas vous recommander un film, une série, un docu ou je ne sais quoi, mais on va vous présenter un projet avec mon invité d'aujourd'hui. Ce projet est porté par Thierry du podcast Certains l'aiment à chaud. Bonsoir Thierry. Ah donc quand tu me mets quand on décide de parler de trucs moins conventionnels et de pas faire de la lèche à toutes ces plateformes mainstream, c'est du hors-série carrément, je suis flatté. Oui, on va te mettre sur un piédestal parce qu'il faut que... Le peuple a le droit de savoir, monsieur. Tu as un projet pour cette année 2021. Tout à fait. Qui est de consommer la SVOD différemment. Oui. Et donc, ce faisant, tu vas quitter la plateforme Netflix. C'est ça. Alors après, il faut savoir que j'allais pas non plus immensément sur Netflix, même si, histoire de me tenir un petit peu à jour, entre grands guillemets, j'avais quand même tendance à essayer de regarder leurs nouveautés, des fois quelques films de patrimoine qu'ils mettaient, même s'ils en mettent pas non plus beaucoup. Mais oui, voilà, j'ai décidé d'arrêter de consommer, parce que Netflix, c'est plus de la consommation que de l'appréciation culturelle quand même, d'une certaine façon. C'est juste Netflix et pas encore Prime, parce que bon, en même temps, Prime est d'une qualité telle que c'est difficile de s'en passer, je suppose. Prime, j'ai pas. Voilà. Donc déjà, comme ça, au moins, c'est réglé. J'ai profité de Prime de temps en temps, parce qu'on m'a de temps en temps prêté le compte, faut pas se mentir là-dessus. Mais étant donné que je ne consomme pas Amazon et que je refuse catégoriquement de le faire, je trouve que même si Prime n'est pas le même système, c'est un système de SVOD, je veux pas être complice de ça. Donc je ne regarde pas les programmes Prime, sauf quand je n'ai pas le choix pour l'émission ou pour d'autres raisons. Mais c'est très très rare, quoi. Quand c'est pas pour certains l'aiment à chaud, je ne regarde pas les programmes Prime. Même si, contrairement à ce que l'on pense, ils ont un catalogue qui est peut-être même plus qualitatif que Netflix. C'est juste que vu que leur algorithme est naze et que leur page de garde est illisible, on se rend pas compte de ce qu'ils ont alors qu'ils ont plein de choses sympas. De ce côté-là, Prime, c'est vraiment l'enfer de l'interface. Yep. Et après, de toute façon, dis-toi qu'en gros, ces plateformes, je les regarde principalement pour leurs nouveautés, puisque pour le reste du temps, je suis un gros collectionneur de supports physiques. Donc, pour tout ce qui est vieux films ou pour tout ce qui est réelles découvertes qui ne sont pas des essentiels de ces plateformes-là que l'on ne peut voir que par leur biais, j'achète en fait. Donc, du coup, j'ai pas le besoin excessif d'aller dessus. Oui, tu consommes les DVD et les Blu-ray et tu es dans la collectionnite. C'est ça. Et là, pour le coup, je ne consomme plus, j'apprécie. En plus, ça fait de la déco. Et donc, tu vas continuer de consommer des films sur Internet. Ah, quand même un petit peu, oui. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour consommer des films sur Internet en 2021 ? Alors moi je me suis posé pas mal de questions sur les plateformes alternatives. Alors c'est aussi initiative du podcast, puisque quand on a eu ce magnifique, cet exceptionnel confinement que tout le monde a adoré, évidemment, en témoigne le nombre de dépressions et le nombre de suicides, on savait plus forcément comment faire. On est quand même sur un format qui est totalement à chaud, on est censé sortir de la salle et parler immédiatement du film. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On s'est dit qu'on allait faire un format au chaud, qui était donc justement regarder des films sur les plateformes, et plutôt que de justement ne regarder que les nouveautés Netflix, parce que sur le moment on avait tous à peu près que ça, sauf on avait aussi il y en avait un ou deux qui avaient Mubi, on regardait des films sur Arte, mais on n'avait pas encore énormément développé notre éventail de plateformes, sachant il y en a quand même énormément à disposition, et on s'est dit voilà, on va faire un épisode, une plateforme, donc à chaque fois on va changer. Donc au début on a commencé par les plus mainstream, que ce soit OCS, Canal, ce genre de choses, et on a continué à fouiller. Et sachant que moi j'ai des amours beaucoup plus particuliers que les comparses de mon émission qui sont un peu plus mainstream en général quand même que moi, ou c'était ma patrimoine dans leur genre, moi je suis très 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 cinéma de genre. Donc j'ai dévoilé mon amour assez intense pour la plateforme Outbuster dont nous allons parler ce soir. Entre autres choses que j'ai découvertes qui m'intéressent énormément aussi et que je développerai je pense par la suite avant de revenir de temps en temps sur les autres plateformes. Alors, qu'est-ce que t'aimes en particulier sur Outbuster ? C'est du cinéma bis. Moi, le cinéma bis, c'est exactement ce que j'aime, malgré le fait que j'ai la réputation d'énormément râler sur le cinéma bis. En témoigne l'épisode Girardmer où personne n'a compris pourquoi je voulais absolument voir tous les films. Et sur les 28 films, je crois que nous avons vus, j'en ai aimé 4.
Mais malgré tout, je veux constamment tout le temps en voir. Et Outbuster, c'était la promesse d'un cinéma vraiment bis, de films que je verrai difficilement ailleurs. Parce qu'il y a des films, il y a beaucoup de films étrangers et qui ne sont pas distribués en salle ou alors dans des conditions soit de festival, soit heureusement que tu habites à Paris parce que tu avais lu le JC Orient Express qui diffusait des trucs, mais maintenant il l'a fermé. Mais voilà, des toutes petites salles qui vont le diffuser pendant une semaine, c'est impossible de trouver ces films autrement. Et alors quand tu habites en province, je n'en parle même pas. Donc c'était voilà, je me disais ça, je le verrai nulle part ailleurs. Et toutes les propositions m'intéressent. J'ai pas vu que des films fantastiques, mais à chaque fois, voilà, c'est la promesse de films qui n'essayent pas d'être conventionnels, qui n'essayent pas de rentrer dans les carcans, dans l'académisme, dans tout ça. Et moi, c'est clairement ce qui me botte, quoi. Oui, ça rend accessible un autre cinéma. C'est ça, exactement. Un cinéma qui au final est bien plus prolifique que le reste, que je veux dire. Tu dois, pour un cinéma, on va dire, oscarisable, tu vois, même un immense film, on va dire, histoire de pas cracher non plus dessus. Je sais pas, pour un Irishman de Scorsese, au même moment, t'as 10 films de genre qui se font, en fait. En réalité, le cinéma de genre est très prolifique, mais c'est juste qu'il est difficilement distribué. On en trouve un peu partout, mais ça a beaucoup plus de mal à se faire son chemin, et justement le public de niche est assez friand de ça, et c'est pour nous, enfin pour le public de niche, que ce genre de plateformes sont faites. Et donc aujourd'hui, t'as déjà donc un peu fait le tour fait le tour de la plateforme, c'est un bien grand mot. Oui. Mais t'as déjà commencé à consommer les films. Faut arrêter de dire consommer, monsieur. En fait, si tu veux, il y a une petite anecdote derrière ça, enfin qui est pas non plus l'anecdote du siècle, je te préviens, ne t'attends pas à rire. Initialement, en fait, on avait regardé la plateforme, tout le monde a profité des 7 jours d'essai gratuit. Et moi, j'ai discuté avec mon amie Lila du podcast La Troisième Rangée, qui nous avait rejoint pour l'émission, qui connaît un petit peu Outbuster parce que vu qu'elle fait partie du blog Istasia, elle avait fait un partenariat avec eux, en fait, avec justement la promesse d'écrire sur beaucoup des films asiatiques qui étaient présents sur la plateforme. Et elle m'avait dit, écoute, c'est super compliqué pour eux, ils savent pas combien de temps ils vont tenir, c'est pas forcément simple pour eux de maintenir le site à flot parce qu'ils ont pas beaucoup d'abonnés non plus. J'imagine que maintenant ça va un peu mieux parce que le site a perduré. Du coup, moi je me suis dit, bon, c'est hors de question, je vais payer, puis de toute façon ça coûte pas cher. Et j'ai pris le forfait trimestriel. Donc pendant 3 mois, j'ai regardé, bon, quand j'ai pu, au final j'en ai pas vu assez par rapport à ce que j'aurais pu faire, vu que je regardais plein d'autres trucs à côté pour les émissions, voilà, pour les activités habituelles. J'en ai regardé quelques-uns, je me suis dit je reviendrai sur Outbuster plus tard, et en fait ce que je n'avais pas compris c'est que mon forfait trimestriel que je pensais unique s'est renouvelé. Et donc quand je me suis aperçu sur ma facture que ah bah tiens merde j'ai repayé 3 mois d'Outbuster, je me suis dit ok c'est bon, ça suffit, je vais les regarder. Et puis il est passé 3 mois où j'en ai pas regardé un seul. Là, ça vient de se renouveler. J'ai fait ok, c'est bon, stop. Ce que je vais faire pour pouvoir les regarder, je vais couper tout le reste. D'où la démarche. Donc, sachant que 3 mois donc d'Outbuster, c'est 9 €. Alors, c'était 18. Ah, si c'était 9, les vilains, ils m'ont eu. En tout cas, sous les yeux, l'offre où on peut offrir justement un abonnement à quelqu'un, c'est 9 € pour 3 mois, 18 pour 6 et 36 pour 1 an. Au moins, c'est des maths faciles. Ah ouais, je crois que j'avais payé 18, peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, ou alors c'était pas au même prix quand je l'ai pris, peut-être. Peut-être que c'est la fameuse stratégie salle de sport où les tarifs des abonnements changent, mais les anciens abonnés gardent les anciens tarifs. Ouais, il y a des chances que ce soit ça. Ou alors c'est peut-être parce que c'est la formule où tu offres à quelqu'un. Peut-être que quand tu le prends pour toi, c'est pas le cas. Peut-être. Je ne sais pas. C'est un mystère. Je suis quand même en train d'essayer de vérifier ce que je leur ai donné. Les coquins, après ça me dérange pas spécialement de leur donner plus de sous parce qu'ils le méritent largement et je veux qu'ils survivent. Donc même si jamais ils m'annonçaient que l'abonnement c'était le double, c'est pas si cher payé que ça par rapport à tout le plaisir que je ressens à regarder ces films. C'est vrai que pour avoir un peu navigué sur la plateforme, pas encore commencé l'abonnement gratuit, enfin la période d'essai, mais que je vais quand même tenter parce qu'il y a un certain nombre de films qui ont attiré mon œil. Il y a des choses très très différentes et ouais, il y en a pour tous les goûts. Et puis bon, la première chose qui m'était proposée était un film avec Jodie Whittaker, donc à un moment j'étais obligé d'avoir des atomes crochus. Voilà. Ça te parle forcément. Et c'est là que tu t'aperçois qu'il n'y a pas non plus que des trucs complètement barrés, perdus. Il y a vraiment de tout au final. Il y a de tout, il y a des documentaires, il y a des films d'horreur, il y a des films pour adultes, il y a de tout. Oui, tout à fait. Toi, qu'est-ce que tu as vu pour l'instant qui t'a marqué sur cette plateforme ? Alors moi, qu'est-ce que j'ai vu pour l'instant ? Alors pas mal de choses. Alors évidemment, je pense que je vais pas non plus revenir en détail sur chacun parce que sinon, on va pas forcément s'en sortir. Moi, ce que j'aime bien, c'est le découpage en catégories. Ils ont des catégories, ils ont Entre potes, Raison et sentiments, Palmé ou presque, Complètement à l'Est, donc tu as des films asiatiques, Entre fesses qui sont des films de boules, hein, tout simplement, enfin des films qui ont en tout cas pour thème de fond le sexe et des manières de l'exploiter. Et ça, je tiens à dire que j'ai regardé tous les films. Ils ont aussi des documentaires, et c'est quand même une catégorie assez fantastique. Comme ça, à vue d'œil, de quoi je peux te parler ? Je peux te parler de Matar a Dios, par exemple, qui est un film espagnol, et moi j'aime énormément le cinéma espagnol.
où c'est juste, enfin c'est quoi, c'est une famille qui est en train de faire un dîner, voilà, tout à coup, et il y a quelqu'un qui débarque chez eux, qui est un SDF, qui vont maltraiter, ils vont mal se comporter avec lui, et tout à coup il va leur annoncer qu'en fait il est Dieu et qu'il a décidé de tuer tout le monde ce soir, de faire son apocalypse à lui, et qu'il y a qu'une seule personne qui va survivre, et du coup ça va être cette famille qui va s'entretuer, s'écharder, essayer de convaincre Dieu de buter tous les autres et pas eux, et puis finalement se dire attends mais est-ce qu'on a la preuve que c'est Dieu? C'est un SDF, le gars. Est-ce qu'on le buterait pas, nous? Enfin, est-ce qu'on buterait pas Dieu, tout simplement? Et voilà, et c'est complètement barré. Ça fait penser à du Alex de la Iglesia, ça fait penser à plein de choses. Et ça, tu vois, c'est le genre de choses que tu ne vois que sur des trucs comme Hotbuster. Je pense que c'est une belle porte d'entrée. Oui, en tout cas, tu m'as vraiment donné envie, là. Ah, ça fait partie de ces films de genre qui se tiennent plutôt bien. Ce qu'il faut savoir avec le cinéma de genre, et là on va peut-être aussi tomber dans le petit souci qu'il peut y avoir avec ça, qui moi me dérange pas parce que je suis habitué, c'est que généralement les cinémas de genre ont de très bons pitchs, et c'est souvent des scénarios de cours, c'est ce qu'on disait à Gérard May, qui ont du mal à se développer en long. Et du coup, les idées, au bout d'une heure et demie, commencent à vraiment s'essouffler, même au bout d'une heure. Donc du coup, t'as des fois des films qui vont te sembler un peu longs. Là, je pense à Enemy at the Dead End, qui est un film coréen qu'on avait fait pour l'émission, où en gros, si tu veux, donc c'est quelqu'un qui, suite à la mort de sa femme qui s'est fait assassiner, décide de mettre fin à ses jours, il saute d'une falaise, il survit, il est à l'hôpital, et à côté de lui, il se rend compte que c'est l'assassin de sa femme qui lui aussi a eu un accident, sauf que le gars est amnésique, donc il ne se souvient pas du tout de ce qu'il a fait. Le gars se dit, ok, dès l'instant que je suis valide, je le défonce. Sauf que ça met beaucoup de temps, et il y a une espèce d'amitié ultra chelou qui naît quand même entre eux, avec le gars qui essaie de lui rappeler qui il est, quoi, qui essaie de vaincre son amnésie. Et donc c'est deux mecs à moitié handicapés qui se foutent sur la gueule pendant une heure et demie. Et tu vois, c'est le genre de pitch à chaque fois que tu peux trouver que là, quoi. Ah ouais, c'est vraiment des prémices qu'on voit que dans ce genre de cinéma. Oui, oui, exactement. T'as plein de choses. T'as quoi? T'as Dave Gasum avec ça se passe dans les pays nordiques où t'as un groupe de black metal qui combat des zombies. Tu vois, évidemment que tu trouves ça que là. Mais en même temps, heureusement que ça existe, parce que ça fait rêver comme prémisse. C'est un petit peu, on va dire, l'armoire à trésors des festivals de genre. Quand tu penses, on pensait à Gérard May, je pense beaucoup au PIF. Moi, il y a des films que j'avais déjà vus au PIF, justement, qui est le Paris International Fantastic Film Festival, qui se tient à Paris normalement une fois tous les ans en décembre, enfin novembre-décembre, mais là, cette année, évidemment, il n'a pas eu lieu. Et qui te propose des films géniaux, mais qui après sont vraiment très compliqués à retrouver. Bon, après, c'est des trucs qui peuvent être distribués, tu vois. Moi, là, je pense à. Moi, j'avais vu là-bas Puppet Master, je sais pas si tu connais. Non. Puppet Master, c'est une saga. Ils ont, je crois, 10 ou 11 films à peu près, et c'est sur des poupées qui tuent. Ah, mais c'est pour ça que je connais pas. Et là, si tu veux, en gros, ça s'appelle The Littlest Reich, donc c'est le nouvel épisode qui est scénarisé par S. Craig Zahler, le gars qui a fait Bon Tomahawk ou Traîner sur le bitume. Et avec un ancien nazi qui fait une incantation et qui réveille les poupées qui du coup vont faire des meurtres de nazis. Donc elles vont aller dans un hôtel et buter que des noirs, que des juifs, que des gens racisés avec des manières dégueulasses. Et alors c'est extrêmement gore, il faut vraiment pas mettre ça devant tous les yeux, mais c'est d'une ironie profonde, il y a pas de message derrière ça, tu te marres comme pas possible. Il faut accepter un humour qui est très noir, un message qui est très noir, un côté qu'on pense raciste mais qui ne l'est pas pour dessous, ça se fout de la gueule du truc évidemment. T'as Lords of Chaos aussi qui était le film sur le groupe Mayhem, qui était super chouette en fait et qui joue justement sur le côté, si on connaît un peu le folklore du black metal et de Mayhem où l'un de leurs membres s'est fait assassiner, si tu veux, par un membre du groupe qui a ensuite fait son autre groupe, qui vit d'ailleurs actuellement en France. Et il y a plein de choses qui tournent autour de ça, sur ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est pas réellement passé, et le film prend le parti d'essayer de mélanger un peu les deux. Donc t'as des parties fantasmées à côté de tout, et tout est montré de manière réaliste, et c'est ultra fun, et c'est aussi des mecs qui te disent, on n'était pas des gars qui se prenaient au sérieux, mais malheureusement il y en avait un qui était taré au milieu, quoi. Voilà, tu vois plein de choses comme ça, il y a des trucs que j'ai vus au Cinoche, par exemple, il y avait God Bless America. Le nom me parle, mais pour le coup, je ne l'ai, moi, pas vu. Ça, en gros, c'est l'histoire d'un type, il est totalement dépressif, il perd son boulot, il mate la télé en boucle et il ne voit que des trucs de télé-réalité dégueulasses, il pète un câble, il se rend compte que son pays, c'est la gangrène, et il décide de prendre un flingue et d'aller buter tous les gens qui le dérangent. Donc les gens superficiels, les programmateurs télé, ce genre de trucs, et d'essayer d'éliminer l'hypocrisie en devenant lui-même un gros taré qu'il dénonce, en fait. Et ça, c'était réalisé par un des gars qui jouait dans Police Academy, tu vois, pour te dire. Le mec a décidé de réaliser un film, ça a donné ça. J'avais vu ça au Cinoche, alors pareil, ça a dû être exploité une semaine, tu vois, c'est un peu comme il y a le super de James Gunn aussi qui est là, tu vois, qui est dans ce catalogue. Bon, ça c'est sorti au cinéma, c'est sorti en vidéo chez nous, mais c'est cool de retrouver ça là-dessus, quoi. Justement, tous ces films qui sont des films de festival, est-ce que tu perds pas un peu à les voir dans ton salon sans cette ambiance et cette chaleur ou cette patte de festival? Ah, clairement.
Ah mais clairement, mais de toute façon là nous justement pour avoir fait un épisode sur un festival qui aurait dû être en physique, qu'on a fait en ligne, alors certes on était entre copains dans un salon, mais même là t'as pas l'ambiance. Et oui, même ces films là tu sais où certains sont des fois un peu limites, pas terribles, où tu te dis au bout d'une heure ça tourne en rond, tu les vois dans l'ambiance d'une salle où tout le monde se marre, où ça applaudit, où ça balance des bières sur l'écran, où ça s'éclate, tu te dis ouais en effet dans ce cadre là on aurait passé un bien meilleur moment et on serait limite persuadé que ces films sont des chefs-d'œuvre. Ça contribue, moi c'est pour ça que je les vois plus comme une manière de les faire perdurer, de se dire maintenant que ces films ont été diffusés des fois dans des salles, des fois non, ou ne vont pas réussir à trouver voilà, le chemin, un chemin d'existence correct, hein, surtout pour les films étrangers, bah, au moins ils sont là, si on veut les découvrir, certes on les découvrira pas dans les conditions réelles, mais au moins on les verra quoi, et ça c'est super important. Et ça, tu vois, c'est toujours mieux de se mettre devant ça que d'aller mater The Mandalorian, où c'est sympa mais tout le monde le voit et c'est offert à tous, et voilà, enfin c'est très facile de regarder ça parce que c'est hyper marketé quoi. Mais ça au moins tu vois quand tu vois ça, t'as l'impression, tu te sens pas à part, mais t'as l'impression qu'au moins tu dois un peu fouiller pour te renseigner sur ces films-là. Et que c'est vraiment un cinéma bis que si tu le cherches pas, tu ne le verras pas. Et si on veut que ce cinéma-là existe, il faut le défendre. C'est un vrai cinéma à défendre. Et en même temps, pour que toutes ces œuvres hyper marketées existent aussi, il faut bien que ce cinéma-là existe parce qu'il permet de faire grandir des perles et faire grandir des acteurs et participe à la vie de toute cette industrie. Évidemment, et de toute façon, je n'ai rien spécifiquement contre le cinéma mainstream en général, puisque j'en regarde énormément, il y a beaucoup d'œuvres que j'aime, des œuvres qui sont très popcorn, qui sont pas non plus des choses que l'on peut considérer comme de l'immense cinéma qui marquera par sa technique ou pas autre chose, mais que je vais quand même savourer. Je suis quand même quelqu'un j'ai maté l'intégralité du MCU au cinéma et j'ai passé des beaux moments devant, même si je suis assez d'accord pour dire que les films sont pas très bien, mais c'est pas grave, tu vois. Donc oui ou non, en soi, je veux dire, évidemment que ce cinéma-là est important, essentiel, c'est juste que c'est dommage que l'autre cinéma, tu vois, j'appelle ça le cinéma bis, c'est limite pas terrible d'appeler ça comme ça, c'est presque dommage qu'on soit obligé de considérer que ce soit un cinéma autre qui n'est pas réservé au grand public et que le public n'a pas le droit de le regarder de la même manière, quoi, alors qu'il devrait être mis de la même manière. Moi je pense à la Corée justement, qui d'ailleurs a un énorme catalogue sur Blockbuster, qui est un pays où un film de genre va être généralement budgété de la même manière que la comédie potache pour la famille, parce qu'on considère que c'est du cinéma important et que voilà, on va le mettre en avant aussi. Bon alors aussi ils ont un énorme rapport international avec ça, ce sont des films qui marchent beaucoup, c'est vrai, mais avant c'était des prises de risques. Et nous c'est clair que quand tu arrives par exemple en France, tu dis je vais faire du cinéma de genre, soit on t'envoie ailleurs, donc c'est pour ça que t'as plein de fuites d'auteurs qui se cassent aux États-Unis et qui se font laminer là-bas, ou on leur donne rien, autant dans les moyens, donc ils font leurs films avec des bouts de ficelle, ce qui fait qu'ils sont assez impressionnants pour ça, et en plus ils sont pas marketés, ils sont pas distribués, et c'est galère pour eux d'exister quoi. Ça serait bien de trouver un équilibre. Donc là, à travers cette plateforme, ça leur offre pour certains une deuxième vie. Oui. Et pour d'autres... Bah pour d'autres une vie tout court quoi. Là je pense tu vois par exemple à tous les documentaires aussi, pareil, on part en festival, où est-ce que tu vois ça en France? Après il y a beaucoup de festivals spécialisés en France, je pense qu'on n'est pas on est l'un des meilleurs pays là-dessus. Mais là tu vois je sais pas, par exemple hier j'ai regardé un truc qui s'appelle Be My Cat, a Film for Anne, qui est un film roumain. C'est fait comme un found footage, donc c'est pas un documentaire concrètement, c'est un found footage sur un réalisateur en fait qui voue une on pourrait dire admiration, mais en réalité c'est une obsession maladive sur Anna Thaoué, et qui décide en fait de faire un film pour la convaincre de venir jouer en Roumanie avec lui. Un film où elle jouerait son chat parce qu'il l'a bien aimé dans The Dark Knight Rises où elle joue Catwoman. Et ça part de ça à il engage des actrices qui selon lui y ressemblent pour lui montrer comment il travaille avec les actrices, et en fait il les assassine toutes. Mais c'est tellement violent qu'il y a... Enfin si tu veux, le found footage ça marche pas immensément sur moi. Et là, je me suis réellement demandé, il y a vraiment des moments où je me suis dit, attends, est-ce que je suis en train de regarder un délire complet où le mec a écrit ça et c'est brillant, ou est-ce que je suis vraiment en train de regarder le film qu'il a fait pour Anna Thaoué et que ce mec a vraiment zigouillé ses nanas? Parce que quand il les mutile et qu'elles hurlent, j'y crois. Il n'y a pas un seul moment où je me dis, je suis en train de voir du cinéma. Et c'est assez fou, quoi, tu vois, ça va extrêmement loin, c'est très violent, mais... c'est captivant, tu vois, de regarder ça. Et après, voilà, je sais pas, dans les documentaires intéressants, t'avais La Capitale du Bruit, qui est très drôle, qui est réalisé par Rock Brenner, avec qui je suis en contact en plus maintenant, qui est quelqu'un de très très sympa, et j'espère qu'il pourra mettre en avant ses prochains films. Il a des projets sur le feu, qui par exemple raconte l'histoire de Robert, qui est un gars qui vit à Strasbourg et qui déteste la vie nuptiale, et donc en fait il décide d'utiliser les réseaux pour pourrir les gens. Donc il va les filmer et après il les dénonce et après il les affiche sur le net quand ils sont bourrés, qu'ils vomissent, tout ça, en prétendant que la vie nuptiale strasbourgeoise ressemble énormément à ça.
Et le truc, si tu veux, alors bon, après sur Adbuster ils disent la vérité, mais quand il était vendu, t'avais pas mal de distributeurs qui disaient non mais c'est un vrai film en fait, hein, ce mec existe et tout. Et t'y crois totalement quoi. Moi j'étais là au début, pour moi je regardais le documentaire sur un connard quoi, avant de me rendre compte que en fait non c'était évidemment un acteur qui jouait ce rôle-là parce que ça va beaucoup, au fur et à mesure du film ça va beaucoup trop loin pour que t'y crois. Mais c'est le mec réac, ultra cato qui veut absolument éliminer tout plaisir autre que la fange dessus presque, j'ai envie de dire. Et c'est ultra drôle, quoi, tu vois, tu te marres comme pas possible. Et oui, ça par contre, c'est un film qui se tient très bien et c'est un film que je conseille à tout le monde, quoi. Donc c'est un film qui s'appelle La Capitale du bruit. La Capitale du bruit, c'est ça. Je l'avais sous les yeux il y a quelques minutes, juste avant que t'en parles, et c'est vrai que c'est le genre de catalogue où tu te perds, parce que... tu te perds dans le bon sens du terme. Ah oui. Où tu te balades, tu vois, un film allemand, tiens, de quoi ça parle, et puis d'un coup tu te retrouves, là j'ai un film canadien sous les yeux qui s'appelle Première Nuit, ou Nuit numéro 1. Oui, ça j'ai pas vu encore. Comme quoi il en reste que tu as pas vu encore. Ah mais il en reste pas mal, et en plus moi l'idée c'est de regarder tout le catalogue et d'aller sur Shadows, donc tu vois oui j'ai encore du plein sur la planche. Mais c'est vrai que t'as plein de trucs, et là tu vois je t'ai parlé que des films barrés, mais en réalité il y a pas que ça non plus quoi, si tu veux, il y a aussi des films qui vont avoir du mal à justement trouver un schéma de distribution classique, mais qui ne sont pas forcément des films totalement de genre, ou totalement d'horreur, ou quoi que ce soit. Là par exemple je pense il y a des films coréens, parce que j'aime énormément le cinéma coréen, j'ai regardé par exemple Micro Habitat. Ce film est passionnant, mais sauf que voilà, il n'a rien d'horreur, il n'a rien du cinéma de genre, c'est juste une sorte de drama coréen un petit peu osé, qui justement fait un film social, quoi, un peu presque à la Stéphane Brisé chez nous, quoi. C'est un film, différent. C'est ça. Il y a quelque chose que je remarque sur la plateforme, c'est que chaque film est accompagné d'un certain nombre de recommandations, ou en tout cas d'articles. Oui, tout à fait. C'est très très bien documenté. Quand ils n'ont pas énormément d'avis, ils vont juste mettre l'avis de Hotbuster avec justement des membres du site qui vont se targuer d'un petit avis pour essayer de vendre le film. Mais par contre, c'est vrai qu'en effet, dès l'instant qu'il y a eu des articles ou qu'il y a eu des choses justement écrites dessus, ils sont très très friands de ça. Et ils vont aller le partager. Et là, je viens d'ouvrir au hasard, tu vois, l'affiche de The Final Member, qui est un documentaire que j'aime beaucoup sur le musée de la tub, monsieur. Tout à fait. Un gars et ça pour le coup, c'est un vrai documentaire. Un gars qui est passionné de pénis, qui fait des moulages de tous les pénis. Et le but, c'est de trouver le pénis humain. Et donc, du coup, ça va être sa quête en fait pour avoir 2 donneurs potentiels qui se battent, dont l'un des mecs les plus vieux de son pays, je crois que c'est en Islande, qui prétend qu'il a encore un membre extrêmement viril et très gros et que du coup il va absolument exister à terme, donc il faut qu'il vende son sgeg à ce gars-là. C'est génial. Tu vois, et là par exemple... Et là ça c'est un documentaire. Et c'est un vrai documentaire, ouais, pour le coup. C'est incroyable. Et là tu vois, t'as la vie de Fais pas genre, t'as la vie de Hollywood Reporter, ce qui est quand même pas dégueulasse, et ils mettent la vie en anglais pour le coup. T'as des avis de Rotten Tomatoes, d'IMDb, donc des fois ils prennent des sites qui justement vont proposer des critiques de particuliers comme Sens Critique et tout ça, et ils vont les mettre. Moi j'espère aussi, peut-être qu'un de ces quatre ils mettront certains des articles que j'ai pu leur écrire. Mais bon, on sait jamais. Je dis pas. Donc on parlait un peu plus tôt du prix. J'ai été vérifié. C'est effectivement 6 € par mois quand on l'achète pour soi, mais 3 € par mois quand on l'offre à quelqu'un. Et c'est 7 jours gratuits. C'est ça. Donc c'est exactement comme les bons endroits, c'est-à-dire si on offre quelque chose, ça coûte moins cher que quand c'est pour soi. Donc offrez des abonnements à Hotbuster autour de vous. Mais faites ça. Il y a des trucs géniaux. Et vraiment, surtout, c'est l'avantage. Tu vois, c'est ce qu'on se disait, même si évidemment c'est des films un peu barrés, c'est des films contre-pailleurs, il y a quand même de tout. Il y a des comédies, il y a du cinéma très popcorn, il y a des trucs pareil, il y a des trucs genre Extraordinary, qui est une comédie de fantômes qui fait un petit peu Ghostbusters. Tu vois, ça n'a rien de très violent, c'est très fun et on peut regarder ça presque en famille. Il y a vraiment de tout en fait. Donc faut surtout pas se dire que ça va être que du cinéma, soit gore, soit d'horreur, soit violent. Il y en a évidemment, c'est peut-être même ce qu'il y a principalement dessus, mais il y a de la SF, il y a plein de choses en fait. Oui, et puis plutôt que de surconsommer la plateforme pendant 7 jours et pas forcément bien apprécier tout ce qu'on va regarder, prendre un mois d'abonnement, profiter des quelques films documentaires qui peuvent nous intéresser, en découvrir quelques autres. Ben oui. Quitte à ne rester abonné qu'un mois et puis revenir 6 mois plus tard. Enfin, je pense que c'est aussi ça la force de cette multiplication de plateformes, c'est non pas de les cumuler, mais d'alterner en fonction de nos besoins. Tout à fait. Alors, une dernière question. Vas-y. Qui est un peu l'avocat du diable. Là, il y a un certain nombre de films et de séries et de documentaires qui ont déjà été annoncés par Netflix.
est-ce qu'il y en a qui pourraient te faire changer d'avis et revenir par leur qualité, par leur force, pas forcément donc par l'engouement général, parce que bon, l'engouement ça va, ça vient. Mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui à un moment pourrait te faire changer d'avis? Comme tu dis, moi c'est vrai que l'engouement, je suis vraiment pas du tout dans dans cette thématique-là. Je m'en fous un petit peu. Je suis très indépendant dans ma manière justement d'aborder le cinéma. Alors c'est bien, hein, c'est bien. Tu sais très putassier ce que tu fais de citer les documentaires parce que tu sais que ça va marcher avec moi. Surtout que c'est vrai que les documentaires Netflix, c'est quand même en grande partie ce qu'ils font de mieux. Hein. Ils se démerdent vraiment très bien là-dessus. Mais alors là, ils avaient annoncé dans la dernière vague, ils ont balancé un énorme truc là qu'ils allaient avoir. Il y a, je crois que à part The Naked Director saison 2, oui, qui est une série que j'avais trouvé plutôt sympa, je crois qu'il y a strictement rien qui m'a tenté. Alors, ça veut pas dire que ça m'intéressera pas à terme, parce que c'est juste des trucs que je ne connais pas tout simplement, et si ça se trouve, ce sera des belles découvertes. Mais en fait, tu vois, je pense que mon retour sur Netflix se fera de toute façon, parce que déjà, je serais bien obligé de critiquer sûrement des sorties considérées comme étant plébiscitées pour mon émission, donc forcément, là, j'aurais pas spécialement le choix. En même temps, en sortant plus d'un film par semaine en 2021, on peut espérer qu'il y en aura des biens. Ouais, alors après, leurs originaux, en général, c'est des Yes Men qui bossent, c'est des films ultra lisses qui se ressemblent tous à la même chose, c'est des comédies avec Adam Sandler dégueulasses. Hein. Mais justement, au-delà de ça, ça leur permet de débaucher des gros auteurs à qui ils filent un peu trop de liberté, malheureusement, parce qu'au final, la relation producteur-réalisateur est quand même assez intéressante quand ça permet de chaperonner un petit peu le truc, et quand tu vois ce que fait Michael Bay quand on lui donne trop de moyens sans lui dire détends-toi un peu tonton, bah, il nous donne un truc totalement imbuvable. Mais oui, en effet, si tu vois, l'un des films que j'ai préféré l'année dernière, c'était le Charlie Kaufman qui était sorti sur Netflix. I'm thinking of ending fix, donc je veux juste en finir. Et oui, évidemment, si là Netflix annonce qu'il rebosse avec Charlie Kaufman, oui, je vais avoir envie de le voir, tu vois. Il y a forcément des trucs. S'ils annoncent qu'il y a un Mindhunter saison 2, je vais avoir envie de la voir. Saison 3, pardon, je vais avoir envie de la voir, tu vois. Oui, mais vu que je suis pas dans la consommation l'immédiat, c'est pas parce qu'ils annoncent ça demain que je vais avoir envie de la reprendre demain. Je me vois plus en fait regarder l'intégralité du catalogue Outbuster, vraiment la poncer dans tout justement dans toute sa splendeur et vraiment regarder tout ce qu'il y a dessus. Faire sûrement autre chose après, je pensais voilà évidemment à Shadows, et ensuite revenir tu vois par exemple sur Netflix et là regarder tout ce qui sera sorti pendant les mois qui m'auront séparé du moment où j'ai arrêté du jour même, et me rattraper tout ça en me disant c'est pas grave si je le mets 6 mois après, de toute façon une œuvre est sortie, elle est éternelle, c'est tout. Et puis ensuite je requitterai Netflix et j'irai reprendre autre chose en fait. Mais j'y reviendrai peut-être pas tout de suite parce qu'il y a plein d'autres trucs, voilà, j'ai envie d'aller sur Mubi, peut-être qu'après je resterai que sur Mubi qui donne un film par jour, peut-être que je vais rester que sur la Cinétech parce qu'ils font des choses qui sont beaucoup trop fantastiques et je me sens de moins en moins concerné par, même s'il y a des choses fantastiques aussi, hein, mais je me sens de moins en moins concerné par le cinéma actuel que par le cinéma de patrimoine et le cinéma de genre, donc forcément c'est moins indispensable pour moi de revenir immédiatement à Netflix, à Prime, à OCS, à ce genre de choses, même si il y a des choses qualitatives aussi quoi. Et bah ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous en fin d'année pour que tu nous fasses ton bilan de l'année, des différents trains de la hype que tu as vu passer et dans lesquels tu n'es pas monté, et surtout des films que tu as pu voir sur Outbuster, et qu'on fasse un peu le bilan de de cette année à consommer, de cette année à regarder les films différemment. Bah ça marche. Et promis, à la fin de l'année, j'arrêterai de parler de consommer les films. C'est ma résolution. Ce lapsus n'a que trop duré. En fait, quand c'est Netflix, tu sais, avec leur système de binge-watching, là, je pense qu'on peut vraiment appeler ça de la consommation. Il y a des gens qui ressentent du plaisir à faire ça, et je vais vraiment pas les juger. Mais il y a quand même le côté, le truc est sorti, donc tu dois te bouffer les 10 épisodes en 2 heures, sinon en un jour, sinon t'es à la masse, parce que demain il y a encore un truc là, hein, donc bouffe. Après je dis ça, je mate, dans les grandes journées, je mate entre 4 et 5 films par jour, donc je peux pas vraiment juger. Je me suis déjà regardé une série de 24 heures chrono, une saison de 24 heures chrono en 24 heures, donc... Ouais, ça aussi, mais ça pour le coup, c'est parce qu'il y a le côté temps réel, et en plus t'as un petit quart d'heure à chaque fois pour aller aux toilettes. Nous, ce qu'on faisait avec 24, si tu veux, c'est on commençait pile à l'heure où ça commençait, on a réussi à faire ça sur 3 saisons avec des copains. Tu regardais, si la saison commence à 8h du matin, bah à 8h du matin on la regardait, on enchaînait 4-5 épisodes, et là on savait que du coup il y avait 20 minutes à chaque fois, et qu'on avait 2 heures, on faisait une sieste, et on reprenait. Quand on sentait qu'on lâchait plus, on faisait ok, on a gagné combien d'avance là, sur Jack Bauer pour les justement vu que les épisodes font 40 minutes, on fait ok, là on a 3 heures, on dort. 24, l'ancêtre du binge watching. C'est ça, ouais, d'une certaine manière. Ouais, mais après ça, sauf qu'après dans la narration, il y avait un intérêt quoi.
Après voilà, nous on vient peut-être d'une génération aussi où on avait un épisode par semaine et tout ça. Je suis pas forcément attaché tant à ce modèle, c'est pas forcément plus mal d'avoir la série qui apparaît d'un coup, tu vois. Mais par contre, ouais, c'est pas parce qu'elle apparaît d'un coup que j'ai envie de la mater d'une traite comme ça, juste pour pouvoir en parler, ça m'intéresse pas immensément, quoi. Je comprends. En attendant cette ce retour d'expérience, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dans plein d'endroits, voyons. Quelle question. On peut me retrouver déjà dans un superbe épisode de Watchlist qui va sortir avec le meilleur présentateur de la Terre qui est Zu. Alors là, c'est très méta parce que on est déjà en train de se retrouver. Ouais, mais ça, c'est une façon de dire s'il y a une phrase que t'as manqué, tu peux remettre l'épisode de début et refaire une vue supplémentaire. Tu vois, on est dans le chiffre et tout. Non, que dalle. Que dalle. Donc, bon, évidemment, on peut me retrouver sur Certains Lamas Show qu'on a déjà cité, donc qui est un podcast hebdomadaire. Donc, évidemment, quand les salles sont ouvertes, c'est enregistré immédiatement à la sortie de la salle, d'où le nom de l'émission. Donc c'est pas considéré comme de l'immense analyse, mais juste un ressenti à chaud. T'as l'impression d'être sorti de la séance avec tes copains. Et maintenant, on fait ça soit en distanciel, soit en présentiel, mais en ayant vu les films avant dans la semaine, donc c'est un peu plus analytique. Voilà. On peut me retrouver sur On se fait un ciné, un site sur lequel j'exerce depuis pas mal de temps et sur lequel j'effectue aussi les relectures. Donc voilà, si vous voyez des fautes sur le site, ça veut dire que j'ai mal fait mon taf. Il y a plein de choses dessus. Il y a une rétrospective Brian De Palma là, qui est actuellement sortie, que j'ai écrit avec un comparse. Voilà, plein d'articles, de l'actualité, du patrimoine, de plein de choses. Et vous pourrez bientôt, alors je sais pas quand est-ce que notre premier épisode sera sorti, donc peut-être que l'épisode de Watchlist sera sorti avant, mais vous pourrez bientôt me retrouver sur un podcast qui s'appelle La Bobine Hurlante, que nous montons de toutes pièces avec 2 copines, et qui va traiter du folklore horrifique, de films d'horreur en général, mais pas que, qui va aussi traiter de jeux vidéo d'horreur, de jeux de société d'horreur, de lieux de tournage d'horreur quand on pourra se déplacer. On va essayer de tout le temps essayer de renouveler la façon d'analyser justement le folklore horrifique dans la société. Voilà. Même moi qui, en général, les chocotte avec les films d'horreur, je sens que ça va m'intéresser. Peut-être ça va me permettre de déconstruire et d'avoir moins peur. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour nous parler de ce projet. Rendez-vous donc au mois de novembre. D'ici là, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver Watchlist tous les lundis avec une nouvelle recommandation des plateformes de SVOD peut-être un peu plus mainstream, on l'avoue. Et en attendant, si vous voulez nous soutenir, Watchlist fait partie du label Podcut. Laissez-nous un petit commentaire pour nous dire si vous avez regardé des choses que l'on vous a recommandées, si vous avez testé la semaine gratuite Outbuster, si vous êtes resté sur Outbuster, si vous avez offert Outbuster à votre beau-frère ou votre belle-sœur. Bref, racontez-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. D'ici là, prenez soin de vous et rendez-vous lundi pour une nouvelle reco. Bye bye. Yeah.